La force des pays du G5 Sahel trouvera la solution au problème du terrorisme. La ministre française des Armées en visite au Niger l'a martelé. En Libye, le chef du gouvernement national appelle à organiser un référendum. C'est suite au vote du projet de constitution. Demande d'éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique. Le chef des opérations du maintien de la paix a envisagé cette option lundi. En visite au Niger, la ministre française des Armées, Florence Parly, a affirmé ce lundi à Niamey que la force des pays du G5 Sahel trouvera la solution au problème des attaques djihadistes récurrentes dans la région et elle bénéficiera du soutien de l'opération française Barkhane. Nous sommes convaincus que c'est la force G5 Sahel qui trouvera la solution au problème de la région, même si bien sûr l'opération Barkhane reste aux côtés de cette force G5. C'est ensemble que nous nous adresserons également à d'autres partenaires, puisque nous nous retrouverons à Berlin à la mi-septembre pour une conférence des donateurs, conférence qui doit permettre d'abonder les moyens dont disposera la force conjointe G5 Sahel. Le souhait du président de la République Macron est que de premières opérations puissent avoir lieu le plus tôt possible dans le cadre de l'opération de la force conjointe, si possible en octobre. Le 2 juillet dernier à Bamako, les dirigeants des pays du G5 Sahel, aiguillonnés par le président français Emmanuel Macron, ont acté la constitution de cette force anti-djihadiste conjointe et débloqué des fonds pour commencer son déploiement en septembre-octobre. Notons que cette force doit être commandée par le général malien Didier. Le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj, s'est félicité ce lundi du vote par l'Assemblée constituante d'un projet de constitution. Il a à cet effet appelé à organiser comme prévu un référendum pour soumettre le test aux Libyens. Voté ce samedi à Al-Baïda par 43 voix pour sur 44 membres présents de l'Assemblée constituante, élu en février 2014, le test de 197 articles est censé déterminer la structure du pouvoir, le statut des minorités et la place de la charia et mettre en place des institutions pérennes à même de rétablir la stabilité dans le pays. Le test stipule aussi que la Libye est une république dotée d'un président, d'un parlement et d'un sénat, et que Tripoli est la capitale, l'islam la religion d'État et la charia source de la législation. Les langues des communautés arabes, Amazigh, Touareg et Toubou seront reconnues langues officielles. Le 25 juillet dernier, le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar ont trouvé grâce à une médiation française un terrain d'entente. Ils se sont engagés notamment à sortir leur pays du chaos et à organiser rapidement des élections, ce qu'une nouvelle constitution leur permettrait de faire. Ellen Johnson Sirleaf, du haut de ses 78 ans au Libéria, se prépare à céder son fauteuil présidentiel. Après 2 mandats successifs, la première femme élue chef d'État en Afrique en 2005 et réélue en 2011 ne pourra pas se représenter à la présidentielle du 10 octobre, combinée à un scrutin législatif. Le président de la commission électorale a rappelé aux partis et candidats leur engagement en faveur d'élections pacifiques dans ce pays anglophone ravagé pendant 2 années par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui a pris fin en juin 2016. Aucun favori ne se détache clairement pour ces élections, les premières dont la sécurité relèvera des forces libériennes et non plus des casques bleus de l'ONU. L'ancienne star du PSG et du Milan AC, unique ballon d'or africain à ce jour, George Weah, se présente sur un ticket avec la sénatrice Jewel Taylor, ex-épouse de l'ancien président. Un autre prétendant est l'ex-chef de milice Prince Johnson, aujourd'hui sénateur, tristement célèbre pour une vidéo le montrant en train de siroter une bière pendant que ces hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990.
L'actuel vice-président Joseph Boakai pourra compter sur l'appui mesuré de la présidente sortante. Alors qu'on croyait mort le sergent Joao Rodriguez, le dernier policier à avoir vu vivant, Ahmed Timol, un militant anti-apartheid décédé dans des conditions suspectes en 1971, la fille du sergent a révélé le contraire. Assigné à comparaître à la réouverture du procès, le sergent Joao Rodriguez s'est présenté ce lundi à la barre du tribunal de Pretoria. Dans un témoignage très détaillé, en dépit des décennies écoulées depuis les faits, il se souvient de ce 27 octobre 1971. I tried my best. J'ai fait de mon mieux. J'ai réagi aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à l'atteindre avant qu'il ne passe par la fenêtre. Aujourd'hui, on a bien vu qu'ils s'en tenaient à leur ancienne version des faits. Pour quelqu'un comme moi, qui a suivi et enquêté sur cette affaire pendant plus de 20 ans, c'est très douloureux de rester assis et de les écouter répéter la même chose, avec un air arrogant et un total mépris pour la famille. Nous allons donc attendre la suite du procès. Interrogé pour savoir si le jeune homme présentait des blessures avant sa chute fatale du bureau 1026, le sergent Joao Rodriguez répond par la négative au juge Moffle. Il était entièrement habillé. Je n'ai vu aucune blessure sur son corps. Ces propos du sergent Joao Rodriguez viennent contredire ceux d'un pathologiste la semaine dernière devant ce même tribunal. Ce dernier avait affirmé qu'Ahmed Timol aurait été incapable de sauter de la fenêtre compte tenu des tortures qu'il avait subies. À l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a envisagé ce lundi de demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique. Après une rencontre avec le président Faustin Archange Touadéra, il a par ailleurs annoncé que les Nations Unies étaient en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer les quelques 600 soldats du contingent congolais. Ces derniers ont été priés de rentrer à Brazzaville en juin dernier à la suite d'un rapport des Nations Unies accusant certains éléments d'abus sexuels et d'indiscipline. La MINUSCA, entendait la mission des Nations Unies en Centrafrique, compte quelques 12 500 soldats et policiers dans ce pays de 4,5 millions d'habitants qui peine à se relever du conflit entre groupes armés Séléka, prétendant défendre la minorité musulmane et anti-Balaka majoritairement chrétiens. Ce centre de santé secondaire éprouve beaucoup de difficultés pour assurer l'évacuation des patients vers les structures hospitalières mieux équipées en moyens humains et en matériel de la capitale. L'ambulance et le lot de médicaments mettent du baume au cœur de la vaillante population de cette commune située à un peu plus de 12 km de Bangui. Ce dont vient donc à point nommé puisque l'hôpital de district de Begwa n'a pas un moyen pouvant couvrir un grand rayon pour le transfert des malades. Environ 10 à 15 000 habitants vivent ici et autour de ce gros village aux abords de 2 importants axes routiers. Nous saisissons cette occasion pour réaffirmer notre volonté pour nous, médecins du monde, de nous acquitter fidèlement de notre mission humanitaire qui est de vous soutenir afin qu'ensemble, nous puissions répondre aux normes de qualité dans le cadre du projet dénommé « Soutien aux structures de soins primaires et secondaires dans les préfectures de Bangui et de Lombela-Mpoko ». En dotant le centre de santé de Begwa d'un moyen roulant, Médecins du Monde rompt l'isolement de la population de la sortie nord de la ville qui, à tort ou à raison, s'estime parfois marginalisée.
La gestion de la crise migratoire donne du fil à retordre aux pays d'accueil ou de transition. Le code de conduite vise notamment à interdire aux ONG de s'approcher des eaux libyennes et de communiquer avec les passeurs, y compris via toute forme de signaux lumineux. Il exige aussi la présence d'un policier à bord. Les clauses de ce code n'ont pas obtenu l'approbation de toutes les ONG, dont Médecins sans frontières. Pour le chef de mission de Médecins sans frontières en Italie, les règles maritimes sont une chose centrale et l'organisation n'a pas de garantie suffisante sur le port d'armes à bord de ces navires par des policiers italiens. L'organisation n'a pas signé, à l'instar de l'ONG Judent Retets. Ce qu'on nous demande actuellement, c'est d'autoriser des personnes potentiellement armées dans notre navire et nous sommes également invités à faire en sorte que notre personnel humanitaire, qui est composé de médecins, soit engagé dans la conduite des enquêtes. Cela va à l'encontre de notre mission qui consiste à sauver des vies et cela va à l'encontre du cœur de notre projet en tant qu'organisation médicale et humanitaire. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. Nous avons avancé des demandes d'amendement dans le premier texte qui a été présenté et nous avons encore l'espoir que le gouvernement italien accepte ces points spécifiques au sujet desquels nous demandons un changement du texte actuel. 3 ONG, Save the Children, MOAS et Proactiva Open Arms, ont annoncé de leur côté leur adhésion. Le ministère italien de l'Intérieur a fait savoir que seule l'adhésion au code de conduite permettrait de faire partie d'un système institutionnel de sauvetage en mer. De fait, les non-signataires en sont écartés. Maduro n'est pas seulement un mauvais dirigeant, c'est maintenant un dictateur. Les États-Unis soutiennent le Venezuela face à cette oppression. Nous allons travailler avec nos partenaires pour que soient tenus pour responsables tous ceux responsables de l'escalade des violences et des violations des droits de l'homme qui ont lieu. C'est l'une des rares fois que le gouvernement américain prend des sanctions contre un chef d'État étranger en exercice. Maduro est le 4e président à être ainsi sanctionné par Washington, derrière le Syrien Bachar al-Assad, le Nord-Coréen Kim Jong-un et le Zimbabwéen Robert Mugabe. La réaction de Washington est survenue au lendemain de l'élection controversée de l'Assemblée constituante, marquée par des violences qui ont fait 10 morts. Mais le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté lundi soir les sanctions prises à son encontre par les États-Unis. Je n'obéis pas aux ordres impérialistes, je n'obéis pas au gouvernement étranger. Ni aujourd'hui ni demain, je n'obéirai aux ordres impérialistes. Il a dit que la sanction, c'était pour avoir convoqué une Assemblée nationale constituante. Je me sens fier de cette soi-disant sanction, Mr. Imperator Donald Trump. Des agents des services de renseignement du Venezuela ont arrêté tôt ce mardi 2 des principaux opposants. Tous 2 étaient assignés à domicile. Ils avaient appelé la semaine dernière à ne pas participer au scrutin qui a élu dimanche dernier une assemblée constituante voulue par Nicolas Maduro.